Bonjour et bienvenue à un autre des webinaires que nous faisons pour le San Diego Web Fertility Center. Si vous ne connaissez pas déjà Dominique et Sylvie Menesso, c'est un problème pour vous parce qu'ils sont deux des meilleures personnes pour le GPA en France et ils sont vraiment des personnes que j'ai connues il y a beaucoup de temps. Ils ont des jumelles nées en l'année 2000. Et pendant les 19 ans après la naissance, se sont battus pour la reconnaissance de l'affiliation qui a finalement été accordée, je crois, l'année dernière. Et après 5 ans, après la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a ordonné à la France de reconnaître l'affiliation. Comme parents, ils ont fondé Clara, qui c'est une association vraiment bien en France, qui luttait pour les droits des enfants nés pour le GPA. Nous commencerons avec Clara et Dominique et Sylvie parleront plus de l'évolution du statut en France des parents par le GPA. Et après ça, nous parlerons avec Laurence Roch, qui est une avocate qui parlera du processus légal en France aussi pour les parents d'intention qui veulent le faire à l'étranger. Donc, Dominique et Sylvie, bienvenue. Et s'il vous plaît, si vous pouvez parler un petit peu plus de Clara et de vous et votre voyage. Je vais commencer. Je suis Sylvie, donc, Benson, coprésidente avec Dominique de l'association Clara qu'on a créée en 2006, pardon. Oui, non, mais en fait, ça fait 12 ans. Non, ça fait 14 ans bientôt. Et du coup, nous avons plus de 2500 adhérents, couples adhérents. Donc, en fait, ça fait plus de monde. Et qui s'adressent à nous pour justement être aidés dans leur parcours GPA pour avoir des enfants. Et depuis le début, on a compté plus de 1500, pas loin de 1500 enfants qui sont déjà nés. Je ne dirais pas grâce à l'association, mais enfin, en tout cas, qui sont passés par notre association. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons, disons, évidemment, dans la situation actuelle dont vous allez parler, là, pour le coup, je vais laisser à Dominique le soin d'en parler. Nous continuons évidemment plus que jamais à aider les couples. Voilà. Et, ah oui, c'est moi qui vais le dire, ça aussi. C'est vrai qu'on s'est battu depuis 20 ans pour nos propres enfants. Et aujourd'hui, on se bat pour tous les autres enfants, pour que tout le monde puisse obtenir la même chose. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, on se bat aussi, pour ne pas l'oublier, pour que cette pratique soit légalisée en France. Qu'enfin un jour, on puisse se pratiquer en France et que les couples ne soient pas tout le temps obligés d'aller à l'étranger. Voilà. Donc, ça, c'est les deux principaux de la Clara. Les principaux objectifs. C'est ça, c'est-à-dire qu'on accompagne, on aide en fait les couples avant leur projet de GPA pour échanger des informations sur les choses à faire, les bonnes pratiques, les bons pays, les bons partenaires. C'est pour ça que nos adhérents vont majoritairement aux USA et un peu au Canada, mais ils ne vont pas dans des pays peu éthiques ou dangereux d'un point de vue légal, parce qu'il n'y a pas le droit du sol, ou il n'y a pas de jugement en parenté. On les accompagne aussi pendant, quand il y a parce que vous savez, la GPA, c'est quelque chose de compliqué, de plein d'émotions, donc il y a toujours des questions pendant. Et on les accompagne aussi beaucoup après, parce qu'il y a toutes les démarches devant les administrations. Et à force, on est devenus vraiment des spécialistes de la démarche administrative. Pour les démarches en justice, il y a des avocats. Nous, c'est juste pour aider sur des démarches. Par exemple, comment obtenir une inscription à la sécurité sociale, parce que ce n'est pas toujours simple, ça dépend des endroits. Comment obtenir une carte d'identité, un passeport, un congé maternité. Voilà, comment faire reconnaître la nationalité française. Et depuis qu'on a gagné, qu'on a fait toute la jurisprudence et que maintenant elle s'applique, c'est ça la révolution en France, on aide aussi maintenant tous les parents à être reconnus comme parents
par une simple démarche administrative. Donc ça, c'est énormément de travail en ce moment, parce que c'est une grande nouveauté. Donc pour nous, c'est vraiment une grande satisfaction que maintenant, il n'y aurait plus d'obstacles. Mais je dois arrêter ma phrase tout de suite et dire qu'il y a un danger. Cette situation sera peut-être remise en cause par des évolutions législatives. Et une grosse partie de notre travail, c'est un travail de lobbying auprès des institutions. Et donc là, on commence à bien fatiguer à force de déposer des amendements pour empêcher des changements négatifs. C'est-à-dire qu'avant, on déposait des amendements pour obtenir des améliorations. Et maintenant, la situation est bonne, donc on dépose des amendements pour qu'elle soit maintenue. Voilà. Et je crois que tout le lobbying, je ne sais pas le mot en français, que vous avez déjà fait pour 20 ans, je veux vous remercier pour tout ça. Parce que pour parents comme moi, comme vous avez changé la loi, la société et la mentalité aussi de beaucoup de personnes. Donc, merci beaucoup. En fait, à votre point de vue, quels sont les principaux aspects à prendre en compte lors d'un voyage de GPA ou d'un stade à l'étranger? Alors, il y a plusieurs aspects. La première chose, c'est quelque chose c'est les conseils qu'on a reçus quand on a commencé à se poser ces questions. Et aux USA, on nous disait toujours deux choses. Renseignez-vous bien et show good face. Ça veut dire qu'il faut vraiment bien se documenter, ne pas hésiter à poser des questions et toujours être clair et chercher des solutions robustes, ne pas prendre de risques. Donc c'est pour ça que la première chose, c'est d'aller dans des pays où la loi est claire et protège, comme les États-Unis et le Canada, et ne pas aller dans des pays où il n'y a pas de loi ou une loi à minima. Ça, c'est la première. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans la démarche. Et ne pas hésiter à discuter longtemps avec les cliniques, les avocats, US ou canadiens, et les agences pour être sûr de ce qu'on fait. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour bien documenter ces choses-là. Et ensuite aussi, c'est difficile à gérer, c'est le titre du livre qui nous a aidé, c'est A Matter of Trust. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il faut réussir à créer des relations de confiance avec votre avocat, votre docteur, votre agence et leur faire confiance. Et votre gestatrice, oui, bien sûr, qui est au centre de tout. Voilà. Parce que c'est eux qui vont vous aider à trouver la personne de confiance sur laquelle on va se reposer, en fait. Parce que c'est sur elle que tout repose. Elle est au centre, elle est au cœur du processus, la gestatrice. C'est vraiment la personne la plus importante de tout le processus. Et la donneuse de vos sites aussi, évidemment, s'il y en a une. Vraiment, l'humain doit rester au cœur. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre association, on organise régulièrement des rencontres, parce que comme ça, les adhérents se retrouvent entre eux, les couples se retrouvent entre eux, ça leur permet de discuter, d'échanger leurs expériences, et ça leur permet de se rassurer, de mieux comprendre dans quoi ils s'engagent. C'est pas un parcours anodin, c'est une véritable aventure, une aventure humaine, technique bien sûr, mais ça j'allais dire, c'est plus banal, mais c'est avant tout une aventure humaine, avant d'être voilà, autre chose. Oui, c'est très bien ça. Oui, c'est une aventure humaine, oui. Voilà, et toujours dans cette logique de bien s'informer, de ne pas prendre de risques et de se protéger, ça veut dire qu'il faut aussi, et on le recommande depuis très longtemps, depuis même le départ, et on continue de le dire, qu'il faut absolument pouvoir avoir un jugement en parenté pour avoir quelque chose de très solide, à la fois d'un point de vue légal, mais aussi d'un point de vue psychologique, et ce, avant la naissance de l'enfant. Parce que si on doit encore attendre après la naissance d'être reconnu comme les parents, et même pour les passeports, pour des choses comme ça, c'était pour nous une prise de risque complètement inacceptable. C'est pour ça que cette question elle est d'autant plus d'actualité
parce qu'il y a eu dans certaines provinces, par exemple du Canada, des possibilités de ne pas passer par une procédure judiciaire, mais de faire seulement du déclaratif. Et ça, on pense que c'est pas bon. Il vaut mieux dépenser de l'argent, du temps, mais avoir le maximum de protection avec un jugement parenté. Peut-être que je peux compléter. Oui. Peut-être que du coup, je peux compléter sur la partie légale. Oui, tu peux rebondir maintenant. Rebondir et enchaîner, non, Richard? Oui. Parce que ce qui était intéressant dans ce qu'on dit, donc les époux Ménesson, c'est en effet comment finalement, juridiquement, il faut sécuriser la situation quand on sait qu'au niveau français, c'est jusqu'à présent interdit. C'est-à-dire qu'on est toujours aujourd'hui, malgré le combat des époux Ménesson, dans un pays, la France, qui interdit aujourd'hui le recours à la gestation pour autrui en France. Donc, comment on a progressé sur la reconnaissance de la GPA qui est autorisée dans les pays étrangers pour permettre aux enfants d'avoir les parents qu'ils ont en fait à l'étranger sur leur acte de naissance. C'est ça en fait la vraie question. Et donc, pendant très longtemps, la France était sur, même si c'est légal à l'étranger, je ne veux pas en entendre parler, c'est interdit en France, donc je ne reconnais pas ces enfants-là. Donc, ils pouvaient avoir des passeports, des cartes d'identité, mais il n'y avait pas d'acte de naissance qui était reproduit avec la filiation des finalement parents d'intention. Et puis, grâce au combat des époux Ménesson, il y a eu un premier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, puis des arrêts de la Cour de cassation à minima. On a commencé par reconnaître que le père, mais jamais la mère d'intention. Et puis, il y a eu un deuxième avis de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 avril 2019, qui est vraiment très important, parce que la Cour de cassation était persuadée que finalement, la Cour européenne allait dire, bon, bah, pour la mère d'intention, on ne fait que l'adoption. C'était la vision française. Hein. C'est-à-dire qu'en France, je ne reconnais que la mère qui accouche et l'autre mère, celle qui n'accouche pas, elle ne peut être mère que si elle adopte. Ce qui ne correspond absolument pas, en fait, au processus de la GPA. Et donc, elle pose la question à la Cour de cassation à la Cour européenne en étant persuadée que la Cour européenne va lui dire l'adoption suffit. Manque de bol, la Cour européenne dit non, ça n'est pas adapté à la GPA. Parce que dans la GPA, ils l'ont très bien expliqué les époux Ménesson, les seuls parents sont ceux qui, à la naissance, sont sur l'acte de naissance, mais qui sont en plus à l'origine du projet. C'est-à-dire depuis le début. Et là, je les rejoins. Comme c'est un projet qui est souvent mûri très longtemps avant, il est important que les couples, aient bien choisi leur pays. C'est-à-dire des pays où on a un encadrement légal de la gestation pour autrui. Mais, et je les rejoins, il faut qu'en plus, cette filiation des parents d'intention, elle soit vraiment reconnue par une juridiction, par un tribunal. Pourquoi ? Parce que si on a un jugement étranger, la France ne peut que le reconnaître. Elle ne peut pas remettre en cause ce qu'a décidé un autre juge, sauf s'il y a fraude ou menace à l'ordre public. La fraude, il n'y en a pas, puisqu'on ne prétend pas soit avoir été dans un pays où la loi interdit la GPA, ce serait par exemple la fraude, ou par exemple avoir fait une fraude sur l'acte de naissance. Donc il n'y a pas de fraude possible. Sur l'ordre public, depuis les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, on ne peut plus opposer l'ordre public parce que la Cour a dit, quel que soit le mode de conception des enfants, dans le droit à la vie privée des enfants, il y a le droit à avoir une filiation avec les parents qui sont leurs parents sur l'acte de naissance, parce qu'ils n'ont pas d'autres parents. Donc, comme il n'y a plus ces deux obstacles, les jugements ne peuvent être que reconnus en France. Et donc, moi, je dis qu'il vaut mieux passer par un jugement, parce que si on a des contrats, il y a un certain nombre d'États qui proposent un contrat ou une formule administrative, comme l'a précisé M. Ménesson pour le Canada, qui est une formule allégée. Attention, si nous allons devant un juge français, le contrat ne vaut rien
et la décision administrative ne vaut rien. Aujourd'hui, depuis l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a eu une note du ministère des Affaires étrangères qui permet, ce n'est pas une révolution, hein, c'est juste l'application des jurisprudences de la Cour de cassation du mois de décembre et du mois d'octobre pour les époux Ménesson, qui ne sont que la conséquence de l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme. Autrement dit, la Cour de cassation a dit, bon, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit que l'adoption, ce n'est pas suffisant, qu'il faut sécuriser la filiation dès la naissance, donc la transcription est un mode possible de sécurisation, puisque finalement, c'est le mode qui permet de faire coïncider le lien de filiation dès la naissance, puisqu'on reproduit la parentalité dans l'acte de naissance. Bon. Donc cette note, elle prévoit qu'on peut envoyer soit un jugement, soit un contrat. Moi, je dis attention, la valeur juridique de cette note aujourd'hui, on ne la connaît pas, c'est comme une circulaire, ça n'a pas force de loi. Et si demain la loi change, ce qui peut être le cas, puisque c'est en cours de discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat, cette note sera caduque, elle sera abandonnée. Et si nous devons aller devant les magistrats, eux, le contrat ou la décision administrative, ils ne la reconnaîtront pas. Car il n'y a pas de processus juridique pour faire reconnaître un contrat ou une décision administrative. Donc moi, si je dois donner un conseil pour les gens en début de processus, c'est vraiment plutôt un jugement. Deuxième conseil, quand les parents ne sont pas mariés, bien préciser dans l'acte de naissance lequel des parents déclare l'enfant. Et il faut que ce soit le père. Je m'explique. En droit français, si la mère est mentionnée sur l'acte de naissance, sa filiation est établie, qu'elle soit mariée ou pas. Pour le père, s'il est marié, il n'y a pas besoin qu'il reconnaisse l'enfant. Par le biais du mariage, il est le père. Chez les époux Ménesson, le fait que M. Ménesson soit marié à Mme Ménesson faisait qu'il était bien le père des deux jumelles. En revanche, si le couple n'est pas marié, si le père n'a pas reconnu l'enfant, il ne pourra pas y avoir de lien de filiation. L'acte de naissance ne suffit pas. Donc, je le dis parce qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle deux choses. Soit ce qu'on appelle un acknowledgement of paternity. Il faut le faire. Quand on n'est pas marié, il faut que le père le fasse. Soit, sur l'acte de naissance, il est le déclarant. Souvent, ils mettent information about the birth certificate, declare by. Ça doit être le père et il doit signer. Car si c'est lui qui déclare la naissance, au regard du droit français, il a reconnu l'enfant. J'insiste beaucoup là-dessus, car les avocats américains ont du mal à comprendre cette subtilité. Car je crois qu'aux États-Unis, et je crois même c'est vrai au Canada, il n'y a pas de distinction entre parents mariés, parents pas mariés sur la filiation. Chez nous, c'est très important. Et c'est vrai aussi pour les couples de même sexe, homme-homme ou femme-femme, qui ne sont pas mariés. Alors pour les femmes, c'est différent parce que une des deux femmes va être mentionnée comme la mère. Donc si elle est mariée, ensuite ça marche. Mais pour le père, les deux hommes, il faut qu'un des deux reconnaisse l'enfant. Ou alors, il faut que sur le jugement de parenté, il soit bien mentionné que la filiation est établie à l'égard des deux parents. C'est très important. Vraiment. Autre conseil, demandez au maximum, avant de revenir en France, beaucoup d'actes de naissance, 4-5 copies, apostillées. Parce qu'elles vont servir pour la sécurité sociale, pour la CAF, pour la carte d'identité et ensuite pour la transcription. Et que quand on doit les demander après, c'est beaucoup plus compliqué, il faut retrouver l'avocat, il faut passer par des organismes avec des notaries publiques et il faut payer et c'est cher. Donc, j'ai envie de dire que dans la négociation, il faut négocier aussi d'avoir plusieurs actes de naissance. Et ça, c'est vraiment important parce que vous pouvez demander beaucoup. Par exemple, je crois que nous avons 7
documents des naissances de nos enfants. D'accord. On dit qu'il en faut 5. Et je rebondis sur quelque chose de très très important qu'a dit Maître Laurence Roch, et c'est une des plus grosses difficultés que l'on a là, sur la reconnaissance en paternité. En fait, les gens, les pères, la signent à l'hôpital, mais ils n'en font pas une copie de ce document. Et c'est impossible de réobtenir une copie. Nous, en France, ils sont persuadés qu'on peut en leur avoir. C'est faux. Alors que s'ils avaient juste fait une copie de ce document, ça suffit. Parce que le document fait exactement la même chose que la reconnaissance en paternité française, sauf qu'il faut en faire une copie. Donc, je vais répéter 3 fois. Faites-en une copie de ce document. Faites-en même une photo avec votre téléphone. Il faut avoir absolument ce document parce qu'on n'arrive pas à l'avoir. Et sinon, ce qui arrive aussi, c'est qu'on peut faire, et là je parle notamment des couples de même sexe, on peut faire une reconnaissance anticipée. C'est-à-dire qu'on va à la mairie en disant « je reconnais l'enfant dont madame est enceinte ». Ça ne veut pas dire que cette dame qui est enceinte, donc la gestatrice, est pour autant la mère. Ça permet juste de faire une reconnaissance. Et enfin, si on a raté le coche, c'est-à-dire si on n'a pas fait la reconnaissance avant ou si on ne l'a pas fait pendant l'acte de naissance ou qu'on ne l'a pas fait aux États-Unis, on peut rattraper la chose en faisant la reconnaissance à la mairie dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. Mais c'est vraiment important. Sinon, le père, il est sur le carreau. Ah oui, il faut le dire. Hein. On perd énormément de temps à monter des dossiers sans ce papier-là. C'est des vraies batailles. Aujourd'hui, les consulats jouent plutôt le jeu, c'est-à-dire qu'ils transcrivent. Et là, je viens d'avoir des retours de transcription, c'est plutôt intéressant. Sur les couples de sexes différents, sur les hétérosexuels, la transcription, c'est vraiment la copie de l'acte étranger. Il n'y a pas de mention de jugement. Donc, il n'y a pas de panique sur le jugement. Aujourd'hui, il n'y a pas de mention de jugement. Et le jugement n'est pas qualifié d'adoption. Donc, c'est vraiment les 2 parents comme sur l'acte étranger. Et ensuite, ils envoient le livret de famille. Et comme un livret de famille normal, on va rajouter le nom des enfants. Donc, ça veut dire que si, ensuite, on ne le dit pas aux autres, personne ne peut savoir que les enfants sont nés de gestation pour autrui. Il n'y a aucune différence entre ces actes-là et les actes des autres enfants. C'est important pour les enfants. Et en revanche, ce qui peut arriver, c'est pour ça que je dis que le jugement est important, c'est qu'il peut arriver que des couples se disputent, divorcent, et que l'un des deux veuille remettre en cause, au moment du divorce, pour avoir la garde des enfants, la filiation. L'intérêt du jugement, c'est que je vais devant le juge et je dis « je suis désolée, vous ne pouvez plus attaquer la filiation de madame. Elle est bien la mère de l'enfant. » Ça, c'est important, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être aussi après dans le cadre d'une succession, on ne sait pas. Hein. Ça arrive malheureusement. Il y a ça arrive. Voilà. Et il y a quelques décès, oui, c'est sûr. Il y a eu quelques décès dans l'association. Ça arrive. Voilà. Pour l'instant, j'ai l'impression que, mais c'est en train peut-être de changer, les consulats ne demandent pas l'avis au parquet. S'ils doivent demander un avis, ce que dit la note, c'est que ce n'est pas une qualification juridique. L'avis du parquet, c'est juste le jugement est correct au regard du droit étranger. C'est-à-dire, il a été fait dans un pays qui accepte la GPA et qui l'autorise. C'est très important. Eux, ce qu'ils voulaient, qui était un peu le combat mené par les époux Ménesson, c'est qu'on puisse reconnaître les GPA qui sont valables et légalement faites dans un pays qui l'autorise et qui l'encadre. Et en fait, pour ça, nous travaillons seulement avec les mères porteuses américains et canadiens parce que c'est autorisé, c'est légal. Oui. Et voilà. Alors, par contre, oui, pardon, vas-y. Est-ce que, alors là, plutôt, ça s'adresse aux Américains, parce que l'état dans lequel accouche la gestatrice, c'est important aussi. C'est important. Pourquoi? Alors justement, comme ça me permettra de poser la question. On sait que la GPA est légale dans je crois, tous les États US sauf 3, mais il y a quelques États où il n'y a pas de loi spécifique qui prévoit un jugement en parenté. Et donc, nous, on a le cas de personnes qui ont fait une GPA, par exemple dans l'Illinois, et
il n'y a pas de jugement. Il y a eu du simple déclaratif. Et dans ce cas-là, on ne peut pas produire un jugement. Et donc, ce qui a été produit, c'est ce qu'on appelle les certificats de coutume. Et donc affidavit of law. Et donc, on a eu toutes des discussions sur le certificat de coutume, puisque c'est prévu par la note interne. Et donc, si tu peux nous en parler un peu, Laurence, là-dessus. Oui. Un des choses à penser, c'est que si la clinique où vous faisiez sous la in vitro, la fécondation in vitro, et le transfert d'embryon, c'est à Californie, les parents d'intention peuvent utiliser la loi californienne pour être reconnus comme parents. Donc, par exemple, si la mère porteuse, elle habite à Louisiane, où c'est interdit, ils peuvent utiliser la loi californienne et c'est reconnu. Je vous conseille, n'utilisez pas une mère porteuse à Louisiane parce que c'est un problème. Mais il y a une procédure mise en place déjà, si ça c'est la chose. Donc pour nous travaillons avec beaucoup de mères porteuses pour tous les États où c'est légal et vous pouvez le faire en avance avec le pre-birth order, en avance californienne. Alors, je comprends. Alors, le certificat de coutume, moi, je le conseille même dans les cas où il y a un jugement, parce que ça permet de donner une opinion juridique sur la validité de ce jugement et sur le respect de la loi applicable au jugement. Donc, ça permet de dire en 2 mots, ce jugement a été rendu conformément à telle disposition de la loi et cette disposition de la loi autorise le recours à la gestation pour autrui et suite au jugement, il autorise l'établissement d'un acte de naissance mentionnant les parents d'intention. Pourquoi c'est important? Parce que si ensuite on doit aller devant le procureur ou le juge demandera de vérifier la loi étrangère. Donc, c'est déjà, en fait, une opinion juridique que moi, je peux faire, par exemple, pour le droit français, qui est là une sorte de consultation sur le droit étranger. Et quand il n'y a pas de jugement, mais juste des contrats, ou comme disait M. Ménesson, un espèce de document administratif, ça permet de dire que ça remplace le jugement, mais que c'est tout aussi valable et que l'affiliation est quand même conforme au droit étranger qui prévoit ou le contrat ou le document administratif. C'est aussi une façon de couvrir les ambassades et les consulats, parce qu'ils ne sont pas très courageux, de se dire, moi, je vais transcrire, mais si je transcris, j'ai au moins la certitude que ce que je transcris est conforme à la note, c'est-à-dire je ne fais pas dans l'illégalité. Alors, il y avait aussi un dernier intérêt avec le certificat de coutume, c'est que dans tous les registres et tous les raisonnements qu'on a utilisés en 19 ans pour faire reconnaître cette filiation, un des arguments, c'est qu'en droit français, la loi qui s'applique en matière de filiation, c'est la loi de la mère, ou si la mère n'est pas connue, la loi de l'enfant. Et donc ça, c'est prévu dans la note interne. Donc dans les certificats de coutume, on fait mettre, puisque un enfant qui naît sur le territoire américain, sur le territoire canadien, emporte la nationalité. Et donc, on fait marquer ça dans l'affidavit of law. Et donc, ça veut dire que c'est bien la loi locale qui s'applique. Et donc, ça va aussi participer à renforcer et à rendre inattaquable la position. Et donc, c'est prévu dans les mentions en marge que mettent les consulats, c'est par effet de la loi de l'enfant. Oui, et d'ailleurs, juste sur les certificats de coutume, j'en profite, on n'a pas du tout la même culture juridique aux États-Unis et en France. J'ai remarqué qu'aux États-Unis, dans les certificats de coutume, ils mettent vraiment tout, y compris des mentions qui sont relatives à la vie privée. Le certificat de coutume, c'est vraiment un avis juridique, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de savoir qui est le donneur, qui est la gestatrice, comment a été transféré l'embryon, par quel médecin, dans quel hôpital. Moi, je veux vraiment
l'enfant est de telle nationalité, il relève donc de la loi machin, l'acte de naissance est conforme aux dispositions un tel et un tel qui disent qu'on mentionne les parents suite au jugement qui a été rendu par la Cour et qui reconnaît. Mais ce n'est pas la peine, parce que je vois bien qu'il y a deux types de certificats de coutume, mais il y a beaucoup de certificats de coutume où on part sur ce qui, pour nous en France, est complètement contraire au respect à la vie privée. C'est presque de la donnée médicale qu'on garde dans les registres des cliniques, en fait. Ça, c'est, à la limite, ça peut faire partie de vos dossiers des parents, mais ce n'est pas un certificat de coutume qu'on porte devant la loi, devant les juges. Et puis, il y a des adhérents qui ont peur que s'il y a le nom de la gestatrice sur le certificat, donc l'État français a accès à son nom et ils vont dire c'est elle la mère. Voilà, donc ils ne veulent pas. Il ne faut surtout pas. On modifie cette phrase-là parce que cette phrase, elle est importante de dire ils sont entrés dans un processus de surrogacy et on dit avec une femme citoyenne américaine. Il faut bien dire que là aussi, c'est toujours la loi américaine qui s'applique, mais on ne donne pas son nom. Ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien, et c'est même plutôt dangereux. Par contre, juste d'indiquer que c'est bien une femme américaine, c'est suffisant. Cette information est importante. Tout à fait. Tout ça, c'est de la mise au point, de la longue pratique, beaucoup de discussions avec des avocats qui ont bien l'habitude de faire cela. Oui, puis il y avait les premiers retours qu'on a des adhérents aussi. Oui, puis c'est vrai que pour les adhérents, il faut quand même voir que c'est c'est des voyages juridiques très, très violents. Parce que pendant très longtemps, on leur disait la GPA est interdite et n'en parlez pas parce que vous risquez vraiment d'avoir un énorme problème en France puisque on connaît l'histoire des époux Ménossos, ça peut être très violent. Et du coup, maintenant, on leur dit, suite au combat juridique que nous avons toujours soutenu, maintenant, on reconnaît enfin la parentalité d'intention parce que c'est une parentalité conforme au droit où elle a été faite. Et on dit maintenant, il faut donner les informations. Alors, ils ont du mal à avoir tout d'un coup confiance. Donc moi, je dis, on doit s'en tenir au droit. Le droit, juste le droit, rien que le droit. Exact. Et en fait, pour nous, comme clinique, la chose, pourquoi nous faisons tous les webinaires comme ça, c'est pour les parents d'intention de savoir qu'il y a les associations qui peuvent les aider avec toute cette information. Parce que sinon, comment est-ce qu'ils le sauront? C'est vraiment difficile. Mais merci beaucoup pour tout ça. Y a-t-il des autres aspects pertinents à considérer en ce moment pour les parents ou seulement pour, par exemple, aller en Internet pour voir la prochaine réunion de Clara pour vous connaître un peu plus? Peut-être que ça, c'est la meilleure chose. 26 septembre, la prochaine réunion. Prochain rendez-vous, 26 septembre. Pour répondre à vos questions, est-ce qu'il y a un point d'attention à avoir? Oui, moi je pense qu'il faut bien avoir conscience que la GPA, c'est quelque chose de très compliqué. Et dans ce domaine, il y a aussi des escrocs. Et c'est très dangereux. Quand vous ouvrez Google, la première page, ce sont des escrocs qui payent des publicités. Donc, ce sont des intermédiaires. Chose bizarre, la plupart du temps espagnols, qui vous garantissent des choses qui sont complètement mensongères. Et lorsque vous faites vos recherches, sachez que quelqu'un qui se propose d'être l'intermédiaire d'une clinique, c'est un escroc. Il faut travailler directement avec les cliniques. Les cliniques savent très bien parler aux Français. Toutes les cliniques sérieuses parlent aux Français, ont des intermédiaires, des collaborateurs francophones. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Ce sont pareils pour les agences, c'est pareillement pour les avocats. Il faut être directement avec ces professionnels et toute personne qui prétend être un intermédiaire est un menteur qui va prendre de l'argent et donner des mauvais conseils. Par exemple, ces intermédiaires, cette ribambelle de sociétés écrans qui apparaissent sous différents noms, disent aux Français « Ah non, mais c'est très bien, on va vous faire reconnaître le père et vous allez adopter. » On voit bien qu'ils ne comprennent absolument rien. En plus, généralement, ils envoient dans des pays très risqués comme l'Ukraine, la République tchèque ou le Mexique. Et après, derrière, les gens viennent pleurer et demandent de l'aide. Nous, on ne peut souvent pas grand-chose.
Parce que dans ces pays, il y a vraiment des problèmes. Donc, Oui. pas d'intermédiaire. Et pas de paiement anticipé. Pas de Exact. versement d'argent, aucun, avant d'avoir lu un contrat et d'avoir bien regardé tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Je crois que ça, c'est vraiment des bons conseils. Voilà. Donc, Merci. donc, merci beaucoup, Dominique, Sylvie et Laurence. Merci, merci, merci. Et s'il y a les gens qui veulent parler en plus avec Dominique, Sylvie, Clara et Laurence, s'il vous plaît, envoyez-moi un email et je vous mettrai en contact. Okay. Merci. Merci Richard. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.